Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table, Adrien Matou, bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir à Louis Osalter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Invité politique d'Europe 1 Soir, Adrien Clouet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Vous qui vouliez renverser la table à LFI avec la 6ème République. Là, Donald Trump étudie activement un achat du Groenland. Ça, c'est pas renverser la table. Vous avez été doublé par votre droite ou par votre gauche, ou en tout cas par l'ouest, puisqu'on est outre-Atlantique. Bon, ce que fait M. Trump, on va rappeler quelle est la réalité du problème. Ce qui l'intéresse, c'est pas le Groenland comme espace juste géographique, c'est que le Groenland a des terres rares très importantes, est un producteur et a des ressources en lithium, en graphite, et qu'en fait c'est un moyen pour les États-Unis d'Amérique de mettre la main sur des ressources rares. Vous voulez dire que ce n'est pas une question de sécurité nationale comme il l'avance? C'est lié, c'est-à-dire qu'en fait les États-Unis imaginent qu'en mettant la main sur le lithium mondial, ils vont pouvoir l'utiliser pour exercer une contrainte sur d'autres pays, de la même manière qu'ils espèrent mettre la main sur le pétrole au Venezuela, etc. etc. C'est la continuité d'un projet impérial et impérialiste. Maintenant, tout est sur la table. On a encore entendu M. Trump il y a quelques jours dire qu'il n'excluait pas les options, y compris militaires. Ce serait une première que les États-Unis attaquent un pays qui est son allié dans le cadre de l'OTAN. On assiste à quelque chose qui me paraît tout à fait délirant en l'espèce, et je ne peux que déplorer que les différents pays européens soient absolument capitulaires et aplatis devant les projets de M. Trump. En tout cas, on les entend pas. C'est même pire, on les entend, puisque vous avez vu tout à l'heure, a été annoncé il y a 3 heures qu'il y aurait une réunion entre les ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais dans les semaines qui viennent pour discuter des conséquences éventuelles d'une annexion du Groenland. Enfin, on est en train de discuter de ce qui se passerait si jamais il débarquait. Non, vous m'avez fait peur, il n'y a pas de déclaration, il y a des annonces de réunion, ce qui est quand même très très différent. Oui, mais vous voyez bien, ils annoncent qu'ils vont se réunir pour discuter de ce qui se passerait si Trump y arrive. On n'a même pas un front commun qui serait posé pour savoir comment on s'y oppose et comment on défend évidemment l'intégrité, la souveraineté du Groenland, comme de tous les États du monde dont les peuples doivent s'autodéterminer et pas être vécus depuis Washington. Justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'ai du mal à cerner la doctrine géopolitique de la France insoumise. Vous condamnez l'impérialisme de Donald Trump, comme beaucoup, et ce qu'il fait, ce qu'il a fait au Venezuela, ce qu'il pourrait faire au Groenland. Mais quand ça vient de régimes comme la Chine, quand M. Maduro, qui est un dictateur, est renversé, vous refusez de prononcer le nom de dictateur. Quand c'est l'Algérie, régime autoritaire rongé par la corruption, pareil, on n'a pas un mot. Est-ce que vous condamnez tous ceux qui ont une démarche dictatoriale et impérialiste, ou est-ce qu'il y a que Donald Trump ou des dirigeants qui ont un certain bord politique que vous condamnez, voyez? Est-ce que vous n'avez pas une doctrine géopolitique à géométrie variable? Adrien Clouet. Non, mais juste, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel pays a annexé l'Algérie récemment? Non, c'est juste pour la comparaison. Non, je parle des régimes à la fois autoritaires et corrompus. On peut être dictateur sans annexer un pays. Ah oui, non, mais la comparaison du coup n'a pas beaucoup de sens, puisque non, mais Monsieur Trump, en l'occurrence, il a gagné une élection. Enfin, donc les éléments ne me paraissent pas tout à fait comparables. Non, je faisais un lien entre des régimes à la fois dictatoriaux, souvent rongés par la corruption. Pour résumer la question de pourquoi est-ce que vous ne dites pas que Nicolas Maduro est un dictateur? Je ne dis pas quoi que ce soit sous pression de Washington, ça c'est clair. Non, mais c'est pas sous pression. Moi, je vous pose une question candide. Ah oui, moi je vous fais une réponse qui n'est pas candide du tout, parce que justement, c'est pas le moment d'être candide. On est dans un moment où Washington cherche des prétextes pour mettre la main sur un pays entier. En l'occurrence, le Venezuela, comme vous l'avez dit, tout ici. Est-ce que M. Maduro n'est pas en train d'oppresser sa population Trump, avec des populations oppressées, une police qui se comporte mal envers les manifestants, etc., etc. Ça, par exemple, les répressions policières manifestants, on les a déjà condamnés. Ça, bien sûr. De toute façon, Venezuela. Oui, bien sûr, au Venezuela. Oui, où ça? Enfin, partout ailleurs, bien sûr. Il y en a bien ailleurs. Il y en a bien ailleurs, y compris en France. Mais au Venezuela aussi, bien sûr. Voilà. Oui, on défend les droits humains et c'est pas à géométrie variable dans tous les pays du monde. Mais là, ce dont on parle ici, c'est pas uniquement des questions d'état de droit, c'est un pays qui est censé être soi-disant le meilleur allié des pays européens. En fait, c'est en général les pires traites qui nous tirent dans le dos, les États-Unis d'Amérique, et qui, après avoir mis la main sur le Venezuela, comme ils tentent de le faire, avoir enlevé un chef d'État en exercice, quoi qu'on en pense, enlever un chef d'État en exercice, pour mettre la main sur le pétrole. On va rappeler tout de même. J'ai pris un petit schéma parce que je trouve qu'il est très révélateur. Alors attendez, parce que vous avez ici, ça se voit pas. Ouais, mais regardez sur l'image, ça se voit bien. Alors c'est vrai qu'on peut suivre Europe 1 sur le canal 218 par exemple, c'est assez simple. etc. Les années 60, le Venezuela, 12% de ses revenus nationaux partaient dans les poches d'actionnaires nord-américains. 12% de ce que produisait le pays partait à Washington. Aujourd'hui, c'est tombé à 1%. Voilà, c'est ça la réalité. Mais ça part pas dans les poches de la population non plus, pardonnez-moi. Ça dépend lesquels. Ah bah non. Les proches de Maduro sûrement, mais la population meurt de faim. L'entreprise PDVSA, en l'occurrence, elle produit quasiment plus rien. Vous le savez très bien, suite à l'embargo notamment, le volume de barils a réduit. Mais bref, quoi qu'il en soit, ce qu'a dit M. Trump, c'est qu'il voulait revenir à la situation des années 60. C'est-à-dire que 10%, 12% de l'économie vénézuélienne aille directement dans les poches
des États-Unis d'Amérique. Adrien. C'est ça le sujet, et c'est à cela qu'on doit s'opposer fermement, toutes et tous ici. Question d'Adrien Matou de Marianne, et je précise que PDV, et ça n'a rien à voir avec moi. Pardon. Non. Pétrole du Venezuela, c'était anonyme. Non, c'était la bouteille. C'est la société Adrien Matou. Je voulais vous poser la question parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est quand même un retour de la logique impériale. Où voilà, c'est le règne de la force. C'est plus on est puissant, plus on revendique du territoire et on avance ses pions. Est-ce que pour vous, l'Europe ou la France devrait rentrer dans cette logique-là? Et est-ce que si on refuse de rentrer dans cette logique-là, si entre guillemets on se contente de rappeler qu'il faut respecter le droit international, etc., est-ce qu'on ne se condamne pas à être en position de faiblesse et à subir justement les assauts d'empires qui sont beaucoup plus belliqueux et décidés que nous? Adrien Clouet. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une opposition entre les deux éléments que vous dites. Il me semble que croire réellement au droit international, c'est vouloir se donner les moyens de son application. En revanche, là où je vous suis, c'est que si c'est juste pour brailler dans un micro en disant il faut appliquer les règles, ça n'a pas de conséquences concrètes. Le sujet est de savoir comment on se donne les moyens de les appliquer, c'est-à-dire de riposter, par exemple, lorsque les USA menacent un territoire comme le Groenland. Et c'est de ça dont on discute. Est-ce qu'on envoie, y compris des unités militaires de différents pays européens, comment on soutient militairement le Danemark en cas d'agression, quelles sont les sanctions économiques et commerciales qu'on peut adopter à l'égard des USA, etc. etc. C'est ça, mon avis, vous le sujet. défendez le Danemark à quel titre? Parce qu'on sait que vous êtes partisan d'une sortie de l'OTAN. Est-ce que c'est au titre du fait que le Danemark est dans l'OTAN? Est-ce que c'est parce que le Danemark est dans l'UE? Qu'est-ce qui vous fait mobiliser pour le Danemark, pour le Groenland? Pour le Groenland, une chose simple, c'est que les Groenlandais n'ont jamais exprimé par quelque voie que ce soit une quelconque sympathie pour leur annexion par les USA. Donc à partir de là, il me semble qu'on doit respecter la voie souveraine des Groenlandais. Est-ce qu'ils ont exprimé une antipathie? Ah bah oui, aux dernières élections législatives, les candidats trumpistes qui défendaient l'adhésion ou l'annexion par les USA ont été sévèrement battus. Donc je pense que les habitants du Groenland ont dit non, nous ne voulons pas être nord-américains, nous n'acceptons pas l'impérialisme nord-américain. On vous a vu quand même un peu moins offensif sur les Ukrainiens. Quand les Russes sont intervenus en Ukraine, on vous a plutôt vu dénoncer les va-t-en-guerre, ceux qui voudraient engager trop la France dans un conflit non maîtrisé. Pourtant, c'est aussi une puissance nucléaire. Les conditions sont assez similaires finalement avec ce qui se passe au Groenland, ce qui se passerait au Groenland. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un deux poids deux mesures là-dessus? Non, puisqu'on a à la fois condamné l'agression russe depuis le premier jour, et on a même soutenu la livraison d'armements défensifs pour que les Ukrainiennes et Ukrainiens puissent se défendre par rapport à cette agression. C'est la même logique dans le cas du Groenland. Je pense que les Groenlandaises et Groenlandais doivent être aidés simplement pour mettre le rapport de force. Et envoyer des troupes françaises en Ukraine, comme l'a évoqué Emmanuel Macron hier, vous seriez pour? Dans le cadre d'une force multinationale de sécurité. Non, il ne faut pas envoyer des troupes immédiatement là sur le sol en Ukraine, parce qu'on ne sait pas quel serait, on ne sait pas quel serait l'objet. En revanche, si jamais on arrive à négocier un cessez-le-feu, il faut quelque chose de multilatéral, pas juste des troupes françaises, mais ça doit être l'ONU qui s'en empare. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite sur l'ensemble des conflits aujourd'hui qui ont lieu. Dès lors qu'un conflit est gelé, ce qui a du sens, c'est qu'il y ait une force multilatérale qui soit envoyée pour qu'elle représente l'ensemble des pays du monde, y compris des pays du Sud, des pays du Nord, qui ait un message commun en matière de défense des frontières telles que stabilisées. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et l'invité politique d'Europe 1 Soir. On revient dans un instant, on parlera du budget, on parlera de cette censure qu'agite Bruno Retailleau et Emmanuel Macron vient à signer l'accord du Mercosur. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Europe 1 Soir. 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Adrien Matou de Marianne, Louis Osalter du Figaro et notre invité politique, le député LFI de Haute-Garonne, Adrien Clouet. Je voudrais qu'on revienne quelques instants sur des déclarations qui ont créé la polémique, celle de votre collègue d'LFI, Carlos Martins Bilongo, dans l'émission La librairie africaine. Écoutez un extrait. Ici, ce que nos parents ont duré, pas le laisser comme ça, table rase. Moi, je ne veux pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, tant pis pour eux. Le racisme, c'est très bête. C'est un territoire où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires, dans de la France, etc., des racistes sont en avant. Est-ce que vous avez été choqué, Adrien Clouet, par ces propos ? Moi, je suis surtout choqué par les découpes qui sont faites. D'ailleurs, mon collègue
Si vous voulez, on peut passer les 2 heures. Hein. Bah si vous voulez, mais je suis pas sûr que ça marche. Vous avez sur toute écouté l'antenne. les 2 heures comme moi, donc. Non, par ailleurs, pas en entier. J'ai écouté à peu près 1 heure, mais mon collègue a porté plainte pour les découpes qui ont été faites, vous l'avez vu, y compris contre différents médias qui ont justement pris certains aspects. Mais on a tous notamment pris parce que quelques extraits, tout simplement parce qu'on peut pas diffuser les 2 heures. non, mais tout le monde n'a pas été de mauvaise foi de la même manière. Moi, j'écoute bien ce qu'il a dit. En l'occurrence, il dit 2 choses. Il dit d'abord que certaines personnes ont des parents qui ont beaucoup souffert et que les enfants, effectivement, sont prêts à relever le gant et à faire mieux que les parents et à réussir mieux à s'imposer aussi dans la vie politique d'un pays où ils ont construit, ils ont fait, et elles ont fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la phrase au début, c'est pas une phrase qui concerne que les gens issus de l'immigration. Il dit nous, soit qui venons de loin, soit qui avons travaillé dur, mais ça concerne toutes celles et ceux qui ont beaucoup bossé. Il inclut toutes celles et ceux qui ont bossé dans ce pays de manière dure. Les habitants du nord de la France sont bêtes et racistes. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit en revanche que chez des personnes qui sont racistes, effectivement, il y a, et ça on le sait, on le voit d'ailleurs de manière répétée dans beaucoup d'enquêtes et d'études. En général, le racisme, les expressions racistes politiques vont avec une fréquentation moins importante de l'université, des niveaux de diplôme moins importants. Ça, c'est une réalité assez sociologique électorale qu'on a. C'est-à-dire que le vote à l'extrême droite est souvent corrélé avec une moindre fréquentation de l'université. D'ailleurs, c'est pas parce que les gens sont intelligents ou pas intelligents. D'où vous sortez ces statistiques, parce que le fait d'aller à la fac, l'IFOP, attendez, je pense que tout le monde ici sait que le vote à l'extrême droite est corrélé avec un niveau de diplôme un peu plus bas que la moyenne, mais pas parce que les gens sont bêtes ou pas bêtes. Le diplôme, c'est pas l'intelligence. Il y a une époque où le vote pour la gauche était corrélé avec, souvent corrélé avec le fait de part de diplôme. Et c'est pour ça que c'est pas de l'intelligence le sujet. Le sujet, c'est que souvent qu'on va à la fac, on voit quelque chose en rencontre d'autres gens. C'est ça qui se joue en fait. Est-ce que le problème de cette interview, de cet échange plutôt dans cette émission, c'est pas la ségrégation, c'est le fait que là où plus personne ne compte la couleur de peau, l'ethnie, l'origine, mais plutôt la compétence et la façon de vivre et de vivre en société. Là, alors que, y compris votre parti, vous êtes là pour le vivre ensemble. Monsieur Mélenchon s'est dit lors de ses vœux maghrébin européen, il est dans une forme d'inclusion. Monsieur Bilango, qu'est-ce qu'il fait? Il dit les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Nous, on est plus endurants. C'est pas de ma faute si on fait plus de gosses que n'en déplaise à Monsieur Sterin, etc. Enfin, pourquoi découper alors qu'on n'est pas du tout dans le découpage? Enfin, c'est pas du tout l'idéologie que vous portez, vous, à la France Insoumise. C'est pas non plus ce que dit Carlos. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes. Non, mais je comprends bien votre question. C'est pas du tout ce que dit Carlos. Il dit. Mais bien sûr que si. Il dit. Non, mais attendez, on n'a pas écouté la même interview. Mais je pense qu'on a écouté la même, mais qu'on n'a pas envie d'entendre la même chose en revanche. Parce que ce qu'il dit dans l'interview. Mais attends, mais laissez-moi. Oui. Non, mais les mots sont clairs. Il dit si, comme le dit Monsieur Sterin, on fait plus d'enfants, etc. C'est-à-dire, il répond à un fantasme, Monsieur Sterin. Il dit pas que c'est vrai. Il dit si, comme dit Monsieur Sterin. C'est exactement ce que vous avez diffusé à l'antenne il y a 30 secondes. C'est un conditionnel. Alors, le principe du conditionnel en français, c'est que ça veut dire si jamais les hypothèses sont posées, blablabla. Il répond à Monsieur Sterin. Il dit pas que c'est vrai. Il répond à Monsieur Sterin. Et surtout, il se positionne pas en disant les personnes racisées ou les personnes pas racisées. Il dit les gens issus d'immigration et les gens qui bossent. C'est les deux qui sont inclus dans le début de sa phrase. Non, c'est pas exactement la même chose. Et en revanche, non mais attendez, pardon, excusez-moi, je finis juste en une seconde. Vous pouvez pas dire dans notre pays, en France, ça n'existe plus. Enfin, pardon, lorsque vous êtes afro-descendant, vous êtes maghrébin, dans notre pays, y compris française ou français, au-delà de la nationalité, vous pouvez être français, maghrébin, eh ben, vous êtes moins bien payé, vous avez un niveau de diplôme qui est encore un peu inférieur, vous avez discrimination à l'accès au logement, discrimination dans les contrôles d'identité, etc. Donc, ne dites pas que ça n'existe pas. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. Qui est on et qui est eux? C'est ça, c'est une logique racialiste en fait non, il répond dans ses propos. Parce que attendez, non mais la phrase que vous dites c'est on va leur montrer qu'on est plus nombreux. Pardon, si Monsieur Sterin, il cite pas Monsieur Sterin, c'est lui qui le dit. Non, la phrase d'avant c'est si comme le dit Monsieur Sterin on fait plus d'enfants, on va leur montrer qu'on est meilleur qu'eux. Voilà, c'est du conditionnel. Il n'est pas en train d'endosser le propos, il répond à Monsieur Sterin. C'est exactement la phrase qu'on a entendue juste auparavant. Alors Adrien Matou. Moi, Monsieur Clouet, au-delà de la séquence de Bilango, on peut disserter pendant des heures. Moi, je vais élargir un peu la focale parce que en réalité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait un élu LFI qui ait des propos qui font référence à l'ethnie. Là, récemment, on a eu Daniel Obono qui dit « Je me sens pas bien à la fête de l'humanité parce que c'est la gauche blanche ». Alors justement, Adrien Matou, si vous le permettez, écoutons Daniel Obono. Ce sont des propos tenus en septembre dernier. Un des problèmes de la fête de l'humain, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes, même encore aujourd'hui, là, il y avait l'agora
des forces de gauche. Il y avait une meuf. Bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire 2, mais en vrai, et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte. Je parle de la fête de l'humain, mais j'aurais pu parler des amphis, de la France Insoumise, et où ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça, et c'est ça que voient des millions de gens. Adrien Matou. Donc j'enchaîne. J'ai entendu récemment Sébastien Delogu parler des Noirs et des Arabes qu'il fallait amener pour voter. Il y a votre collègue toulousain François Picmal qui disait je veux pas un Babtou sur ma liste municipale. Donc juste moi, j'ai quand même un gros problème avec ça parce que d'une part, je ne comprends pas qu'un parti de gauche qui est censé défendre la République, le refus des particularismes, le fait qu'on s'émancipe, qu'on ne regarde pas la couleur entre guillemets, même si ça peut vous paraître naïf, même si voilà il y a des discriminations dans la société, mais en tout cas vous devriez défendre le fait qu'on ne prenne pas ça en compte. Vous êtes quand même en permanence, les gens de votre mouvement, en train de parler de race, d'ethnie, de couleur de peau. Donc ça me pose un vrai problème. Et deuxième aspect, si vous voulez lutter contre le racisme, ce qui est évidemment une cause importante, moi j'ai l'impression que votre discours consiste à créer du ressentiment, à dire voilà, vous êtes dans un pays qui est hostile, qui est raciste, il faut vous venger. C'est un peu ça le sens des mots de Carlos Martins Bilongo. C'est voilà, on va obtenir notre revanche contre ce pays et ces racistes qui nous oppressent. À quoi on va arriver ? Quelle est la proposition que vous faites, sinon flatter le ressentiment identitaire des gens ? C'est vraiment ça la question que je me pose. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Moi, je pense Oui, merci. Je pense qu'aller aux élections, c'est toujours revendiquer de participer à l'intérêt général. C'est d'ailleurs ce dont il est sujet ici, dans tous les extraits que vous donnez. Ce sont des personnes qui disent... Ah oui, mais moi j'en ai l'impression. Quand on parle de noir et blanc en permanence, on ne parle pas de l'intérêt général. D'abord, on n'en parle pas en permanence. Vous êtes obligé d'aller chercher une phrase de septembre dernier de ma collègue Daniel Bono. On en trouve mais régulièrement, on va dire. Sébastien Delogu, c'est récent. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'elles disent, je pense, c'est un constat que beaucoup de gens font dans ce pays. C'est-à-dire que une partie du monde politique français est restée largement fermée à des millions de Françaises et de Français, issus de l'immigration notamment, ou étrangers naturalisés ultérieurement, etc. Et que ces personnes, elles ont aussi des choses à apporter, et que c'est normal qu'on fasse France toutes et tous ensemble. Voilà, et que oui, il y a un problème d'espace clos. Est-ce qu'on le fait en parlant mais y compris dans les rangs d'LFI, c'est ça qu'elle dit, Daniel Obono. C'est ce qu'elle dit, elle dit aux amphis, y compris dans les amphis de Bono, elle dit pourrait faire mieux. Les amphis de Bono, les amphis d'LFI, j'ai honte, elle dit. Est-ce que vous partagez cette honte ? Est-ce que vous vous sentez, comment dirais-je, en tant que racialement blanc, est-ce que vous vous sentez, comment dirais-je, offensé ? Est-ce que vous vous sentez coupable ? C'est ça. Je sais pas. Comment est-ce que vous trouvez qu'être blanc est LFI ? Non, mais vous avez raison de poser la question. Mais pour moi, c'est pas un sujet moral, c'est un sujet social. C'est-à-dire, je pense que on est plus fort dans un mouvement politique quand il n'y a pas que des gens qui me ressemblent. Voilà. Moi, j'ai fait des études supérieures, je suis blanc. Mais si, non, mais j'ai fait des études supérieures, je suis blanc. J'ai jamais vécu une série de discriminations dans ce pays. Voilà, il y a des expériences que je n'ai pas. J'ai pas l'expérience du contrôle d'identité, j'ai pas l'expérience du refus d'un logement en raison de ma couleur de peau. C'est des choses que je ne connais pas. Oui, mais si vous voulez vraiment parler de social, et c'est normal qu'il y ait aussi. Il ne faut pas parler des couleurs de peau. Vous venez des personnes en faisant ça, à part effectivement attiser des ressentiments identitaires. Quand Sébastien Delogu, parce que ce qu'il dit entre les lignes, c'est à Saint-Denis, à Pierrefitte, il y a des Noirs et des Arabes. Votez pour des Noirs et des Arabes. Si on fait de la politique comme ça, en fait, et que chacun vote pour quelqu'un, est appelé à voter pour quelqu'un qui a la même couleur de peau que lui, on met à bas des décennies de construction d'une nation. Comme disait Jacques Bainville, qui n'est pas un historien de gauche au demeurant, la France est plus qu'une race, c'est une nation. Donc si vous mettez à bas tout cela par des propos qui consistent à appeler les gens à s'identifier uniquement sur des critères raciaux à tel ou tel représentant politique, est-ce que c'est pas une régression terrible pour vous savez pas si compte tenu de l'histoire républicaine ? Vous savez pas si c'est américain. C'est un peu américain. Et moi, je pense au contraire qu'on fait nation en acceptant de lutter contre l'ensemble des moments de vulnérabilité de la vie. Qu'il s'agisse de constater qu'il y a une exclusion des femmes de la vie politique. Je pense que tout le monde le constate et le discute. Après, on peut être d'accord ou en désaccord sur les solutions qu'on y apporte, mais c'est un problème, par exemple, que le monde politique soit majoritairement masculin. C'est un problème que pendant très longtemps, il était plutôt très âgé. C'est un problème que être en situation de handicap interdise, dans plein de cas, d'aller à une élection et a fortiori de la gagner. Et bien de la même manière, c'est un problème
que être noir ou arabe, oui, vous conduisent à ne pas être sélectionné par des partis politiques pour aller à des élections. Je pense que c'est un problème. Et qu'on gagne à représenter la nation entière dans des projets d'intérêt général. Une dernière question, Adrien Clouet. Bruno Retailleau n'exclut pas une censure si Emmanuel Macron ne signe l'accord du Mercosur. Est-ce que vous allez le suivre dans une hypothèse de censure ? C'est un peu tard, déjà parce que ça fait quand même plusieurs motions de censure que déposent les Insoumis, y compris sur ce sujet, donc il aurait été inspiré d'appeler à les voter. Deuxièmement, parce que M. Retailleau... Généralement, on peut voter dans un sens et pas forcément d'un autre. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, par exemple, le Rassemblement national votait des censures de LFI, mais que LFI ne votait pas les censures du RN. Est-ce que là, vous avez des horreurs dans leur texte? Non, mais est-ce que là, je ne sais pas s'il y a des horreurs on n'a pas encore vu la censure de LR, mais est-ce que vous pourriez voter une censure qui est déposée par les LR? Ah bah, il faut lire à chaque fois le texte quand ça vient d'un parti, d'un groupe politique. Donc vous lisez qui est républicain. C'est pas non. Il faut le lire à chaque fois. Non, c'est jamais non par principe. C'est jamais non par principe. En revanche, M. Retailleau quand même n'a aucune espèce d'ancrage dans son groupe parlementaire. Ça fait quand même 3 fois qu'il appelle les députés LR à voter de telle ou telle manière, personne ne l'écoute. Donc je vous avoue que je prends ça avec un peu de distance, voire d'amusement. Et je note tout de même, pour des gens de droite, y compris qui flirtent avec l'extrême droite, LRRN, que c'est un petit peu étonnant qu'ils appellent à maintenant s'inscrire en faux contre le Mercosur, donc cet accord de libre-échange notamment avec le Brésil, qui met en concurrence les revenus d'agriculteurs en France et au Brésil, pas que, mais notamment au Brésil. Je souligne que la traîtresse du moment, c'est Madame Meloni, c'est-à-dire leur modèle en Italie, la présidente du Conseil italien, qui est d'extrême droite, qui est la grande amie des LR et du RN, et qui se rallie au Mercosur ce soir. Donc les amis de Marine Le Pen sont celles et ceux qui menacent dans 2 jours de faire passer cet accord de libre-échange. En tout cas, peut-être une censure. Vous n'avez pas dit non. Merci beaucoup Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, d'avoir été avec nous sur